On estime que l'Angleterre a perdu la moitié de sa population. Il suffit de consulter les registres du clergé pour voir la proportion de prêtres remplacés. C'est de l'ordre de 40 à 50%. Si on consulte les registres paroissiaux, on voit que certains villages, comme Jarrow, ont vu mourir 80% de leurs habitants. Les décès en masse des manœuvriers paralysent la vie rurale. Certains villages sont abandonnés, des domaines tombent en ruine et les champs sont en friche. Il ne faut pas oublier non plus le désespoir et la douleur des villageois après la peste noire. Ces mois terribles où l'épidémie a ravagé les villes et les campagnes. Et pourtant, on constate que des familles comme les Denis ont très vite repris le dessus. Les terres abandonnées sont confiées au village en attendant de leur trouver preneur. C'est comme cela dans tout le pays. Ceux qui survivent s'enrichissent. Notre monde change. En fait, les paysans qui survivent recueillent les bénéfices inattendus de la saignée démographique. Ils sont devenus rares et peuvent exiger des salaires plus élevés et des loyers plus modestes. Avant la peste noire, la main-d'œuvre était abondante et les salaires faibles. Après le passage de la peste, tout a changé. Il est devenu difficile de trouver des manœuvriers pour récolter le blé, pour le battre, des artisans pour réparer les toitures. Il fallait les payer 3 ou 4 fois les salaires d'avant l'épidémie. Dans tout le pays, les manœuvriers se libèrent des entraves du passé. Le vieil ordre féodal est ébranlé. On m'a dit que dans la paroisse voisine, 12 valets de ferme ont abandonné leur seigneur pour s'en aller gagner davantage. On les a condamnés pour crime de lèse-majesté, mais ils sont loin. Et la justice ne les retrouvera pas. Les certitudes féodales se fissurent. Le système du servage est contesté. La classe dominante elle-même est menacée. Mes gens m'ont fait terriblement souffrir. Le manque de bras se fait cruellement sentir dans mon domaine ainsi que dans toute l'Angleterre, tant pour les seigneurs que pour le clergé. Devant cette situation, les grandes familles du roi ont pressé Sa Majesté de donner des ordres afin de porter remède à ces problèmes dans les plus brefs délais. L'inflation des salaires est de mauvais augure et la réaction du roi Édouard III est extrêmement rapide. En 1349, alors que la peste sévit encore, il contraint les manœuvriers à accepter des salaires équivalents à ceux de 1346. On mesure l'inquiétude de la classe dirigeante. Dans tout le pays, on réunit des commissions chargées de mettre à l'amende les ouvriers qui ont des prétentions salariales excessives. Mais c'est la loi de l'offre et de la demande qui prévaut. La peste noire contraint une classe dirigeante réticente à accepter des changements économiques et sociaux. Mais ceux qui sont au bas de l'échelle voient s'ouvrir un âge nouveau, plein de promesses. L'ordre social tout entier était menacé. Il ne s'agissait pas seulement d'une baisse conjoncturelle des revenus féodaux. C'était tout le système politique de l'Angleterre médiévale qui était remis en cause. En dépit des efforts du roi et de l'aristocratie, la peste noire fait progresser la société. À l'automne 1350, après 3 années terrifiantes et 20 millions de morts, la peste noire atteint les frontières de l'Europe du XIVe siècle. Dès lors, l'épidémie décline. Mais avant de disparaître, elle va rendre visite à un dernier témoin prophétique. Le frère John Clean, un franciscain irlandais, croit que le jour du jugement dernier est arrivé. Luttant contre la maladie qui le mine, il formule ce dernier souhait. Moi,
frère mineur John Clean, des moines franciscains de Kilkenny, j'ai relaté dans ce livre tous les événements notables qui ont marqué mon époque, afin que la trace de tels faits puisse être conservée et perdurer dans la mémoire des générations à venir. J'ai laissé des pages blanches pour la suite de cet ouvrage, dans le cas où un petit nombre d'hommes échapperait à la mort. Ainsi, si l'un des fils d'Adam venait à survivre à cette pestilence, il lui serait donné de poursuivre mon travail encore un temps. Mais les pages blanches du journal de John Clean ne témoigneront pas des derniers jours de l'humanité. L'histoire en a décidé autrement. Pour les fils d'Adam qui survivent à l'épidémie, la guerre contre la peste est terminée. Sur les pages blanches du frère Clean, c'est l'histoire d'une nouvelle époque qui va s'écrire. Dans les décennies qui suivent la peste noire, l'épidémie ressurgit épisodiquement. L'Europe médiévale manifeste alors une fascinante vitalité. Ce qui est remarquable, c'est qu'après la première épidémie de 1348, les gens se sont faits à la peste noire. Nous avons contemplé l'abîme et nous avons survécu. Nous avons aussi survécu aux épidémies récurrentes tous les 10 ans. À la fin du XIVe siècle, les peuples sont animés d'une énergie extraordinaire, d'une joie de vivre qui se manifeste dans la peinture et la poésie. Les hommes du Moyen-Âge ont relevé le défi. Ils ont appris à vivre avec cette menace. En peinture, en littérature, on assiste à la floraison d'un art macabre qui invite les gens à contempler l'horreur et la dégradation de la mort. La peste noire a eu une influence certaine sur l'expression artistique. Les représentations de squelettes de cadavres rongés par les vers se sont multipliées, comme par exemple ce portrait de femme accompagné par un squelette. La peste noire avait rappelé que la mort est notre lot à tous, qu'elle nous accompagne toute notre vie. Voilà pourquoi on trouve ces gravures où la mort vous suit, parce que c'est ainsi que l'on songe à la mort. Elle est une compagne de tous les jours. On retrouve ce thème sur les murs de nombreuses églises anglaises à la fin du XIVe et au XVe siècle. Dans l'église de Lutterworth, dans le Leicestershire, les morts se lèvent à l'appel des trompettes célestes. Ces fresques montrent que la mort est inévitable, mais évoquent aussi l'extase de la résurrection. Paradoxalement, au Moyen Âge, ce sont les images de la mort qui aident les survivants à continuer à vivre. Dans le village de Walsham-le-Willow, les paysans qui ont survécu, comme la famille Denny, s'adaptent à ce monde nouveau. Lady Rose accepte maintenant de nous louer 12 pence l'arpent de terre pour lequel elle exigeait avant 2 shillings. Elle espère des jours meilleurs pour elle, ou alors trouver des fermiers disposés à payer le prix fort. Ainsi, nous avons plus de terre et nous payons moins. La maîtresse a davantage besoin de nous que nous d'elle. Les paysans tiennent un nouveau langage. Nous n'acceptons plus que l'on continue comme avant. Nous sommes en position de négocier. Nous ne voulons plus des corvées. Nous voulons des salaires plus élevés. Nous voulons pouvoir louer des terres dans d'autres villages. De nombreux survivants quittent la campagne pour s'installer dans les bourgs et les villes, venant prendre la place des victimes urbaines. Non seulement nous sommes plus aisés, mais le chaos provoqué par la pestilence nous a ouvert de nombreuses nouvelles voies. Ma sœur Agnès, une jeune fille forte et déterminée, a abandonné le domaine de Lady Rose pour s'établir à Ipswich, où elle a épousé un cordonnier sans la permission de sa seigneurie. Ils ignorent son nouveau nom. Alors il semble bien qu'ils ne la retrouveront pas. Les paysans qui ont survécu vivent mieux que par le passé. Il n'en va pas de même pour les propriétaires terriens.
Mon manoir et mes dépendances tombent en ruine, et l'an passé, l'exploitation des terres ne m'a rapporté que 10 livres. Un valet de ferme n'accepte plus de recevoir des ordres, pas davantage de son égal que d'une personne d'un rang supérieur. Et tous les gens qui nous servent le font de mauvaise grâce, et n'ont envers nous que malveillance. En 1353, à Walsham Manor, 55 manouvriers, hommes et femmes, se mettent en grève. Les propriétaires ont tenté de maintenir le statu quo. Mais leur politique a été contestée par les paysans et a sans doute été à l'origine de la révolte paysanne de 1381. Le peuple n'acceptait pas de se voir confisquer les avantages auxquels il pouvait prétendre. Les paysans anglais prennent conscience de leur force dans une société libérée des entraves et des vérités du haut Moyen-Âge. On peut considérer que la peste noire a donné naissance au monde moderne, parce qu'elle a enterré l'idée selon laquelle on est à tout jamais prisonnier de son rang dans la société. Le siècle suivant sera un âge d'or pour la paysannerie anglaise. Le servage disparaît progressivement. En Europe, des hommes comme Boccace, Guy de Chauliac et Gabriele de Moussis, des survivants à la peste noire, écrivent un nouveau chapitre de l'histoire humaine. L'Europe renaît. Les millions légués par les victimes sont consacrés à la reconstruction. Les Pisans reprennent les travaux de leur célèbre monument. La tour est terminée en 1350. Le temps est venu d'aller de l'avant. En 1350, le pape proclame un jubilé qui encourage les pèlerins à se rendre à Rome. Des milliers de pèlerins prennent la route. On pourrait se dire que c'est la dernière chose à faire après une épidémie, mais c'est ce qu'ils font. C'est très revigorant. Dans les rues étroites des villes italiennes où la peste noire avait fait son apparition, on assiste à un réveil progressif de la société. Au cours du siècle suivant, les hommes de la Renaissance vont retrouver les racines classiques de la culture européenne. En architecture, en littérature et dans les sciences, c'est une explosion d'idées et de créativité. Des idées qui célèbrent le génie humain dans le monde. Le XIVe siècle avait été épouvantable. Jamais les hommes ne s'étaient sentis aussi proches de la disparition totale. Mais ils n'avaient pas perdu courage. Il faut avoir en tête que l'Europe a survécu à la peste noire. Et au cours des 3 siècles qui ont suivi, elle a surmonté les résurgences de l'épidémie. Ceci témoigne de la résilience de l'esprit humain face à une catastrophe d'une telle ampleur. Lentement, émerge un chapitre exemplaire de l'histoire de l'humanité, celui de sa survie. Après avoir frôlé l'apocalypse, l'homme est sorti du gouffre et ouvre le chapitre suivant sous le signe de l'espoir.